Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 7 du volume. Le chapitre 7 va porter sur les circuits en courant continu. Jusqu'à maintenant, vous avez vu, on a vu au chapitre 5 une composante de ces circuits-là, les condensateurs. Donc le chapitre 5 portait au complet sur les condensateurs. Ensuite, au chapitre 6, on a parlé du courant électrique, de la loi d'Ohm. Puis vous avez aussi visionné une capsule qui parle des piles, les sources de force électromotrice. Maintenant, dans le chapitre 7, on va tout mettre ça ensemble, en fait, dans des circuits à courant continu. Et puis, on va apprendre à être capable de prévoir, en fait, qu'est-ce qui se passe dans un circuit comme celui-là. Alors, on va souvent faire les schémas des circuits électriques. Vous avez déjà vu plusieurs fois des schémas de circuits électriques quand on était en laboratoire, quoi que ce soit. Donc ici, je vais résumer les différents symboles qu'on utilise dans les circuits électriques. Donc, le symbole de la pile, on l'a déjà fait à plusieurs reprises en laboratoire. Donc, vous vous rappelez deux barres parallèles, une plus courte puis une plus longue, la plus longue étant toujours le côté positif de la pile. Le symbole qu'on utilise, le E qui est ici, un E script si vous voulez, ou un E stylisé pour la force électromotrice de la pile, c'est-à-dire en fait, on peut dire la tension qui est générée par la pile lorsqu'elle n'est pas branchée à aucun circuit. En fait, la plupart du temps, on va supposer une pile idéale dans les différents circuits. Donc à ce moment-là, la tension aux bornes de la pile va être égale à la force électromotrice. Ensuite, le symbole d'une résistance, donc symbole d'une résistance qui est ici, R majuscule pour la résistance, un condensateur, deux barres parallèles, C. Deux barres parallèles, dans certains schémas, parfois, vous allez rencontrer, entre autres sur les multimètres, c'est comme ça qu'on le fait, il y a une barre droite, puis l'autre barre est arrondie vers l'extérieur. Donc, parfois, on utilise ça aussi pour le symbole de condensateur. Bon, ici un fil, on rejoint dans le fond les différentes composantes avec des fils comme ça. Interrupteur, donc un interrupteur ouvert ou fermé. Prenez note qu'on dit qu'un interrupteur est ouvert comme ça lorsque le contact électrique n'est pas établi. Donc le courant ne peut pas passer à ce moment-là. Donc on dit que l'interrupteur est ouvert dans cette situation-là et fermé lorsque le contact électrique se fait, donc lorsque le courant passe. Donc c'est un petit peu le contraire de ce qu'on utilise peut-être parfois dans le langage courant quand on dit qu'on ouvre la lumière, par exemple. Ben, en fait, l'interrupteur doit être fermé pour que la lumière allume effectivement. Ensuite, symbole d'un ampère-mètre, d'un voltmètre qu'on place dans un circuit électrique. Le A et le V pour les deux. Donc ça, c'est les symboles électriques qu'on va utiliser le plus souvent. Il y en a d'autres, évidemment, mais ça, c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent. Alors ici, on a un exemple d'un petit circuit électrique qu'on a dessiné, une source de 5 volts, ensuite trois résistances, 50, 100 et 75 ohms. On a un interrupteur ici qui est ouvert présentement et un condensateur qu'on a placé là. Je vais m'en servir ce circuit-là juste pour illustrer les deux lois de Kirchhoff. Donc c'est la section 7.2. Les lois de Kirchhoff sont assez simples en fait. C'est des lois qui nous permettent de calculer quel est le courant électrique qui va circuler partout dans ce circuit-là. Et aussi, on va pouvoir calculer quelle est la différence de potentiel qu'on va avoir aux bornes de chaque composant. Donc, premièrement, on doit définir qu'est-ce que c'est qu'un nœud. On en a déjà parlé quand on a parlé du courant au chapitre 6. Un nœud, c'est un endroit comme celui-ci, où en fait on a une jonction. Le courant, par exemple, pourrait arriver ici et il y aurait deux choix. Dès qu'on a plus de deux fils qui arrivent à un endroit, donc on va avoir un nœud. Dans ce circuit-là, il y a deux nœuds, donc il y en a un ici, puis il y en aurait un là. Les coins, c'est pas des nœuds, évidemment, parce que le courant qui arrive là, ben, il doit absolument continuer là. Donc, il n'y a aucun choix, en fait. Donc, on a deux nœuds dans ce circuit-là. Et la loi des nœuds, on en a déjà parlé au chapitre 6. Ça dit simplement que le courant, la somme des courants entrants dans le nœud va être égale à la somme des courants sortants. C'est tout simplement ça parce que le courant ne peut pas s'accumuler à quelque part. Que ce soit dans une source, une résistance ou un condensateur, le courant ne peut pas s'accumuler. C'est-à-dire que s'il arrive 10 coulombs par seconde dans ce nœud-là, il faut qu'il sorte 10 coulombs parce que imaginez si les charges s'accumulaient, il y aurait de plus en plus de charges à cet endroit-là, ça finirait par créer des forces de répulsion, puis le courant finirait par sortir, vous voyez, donc il ne peut pas vraiment s'accumuler à cet endroit-là. Même dans un condensateur, on serait porté à penser que le courant va pouvoir s'accumuler dans un condensateur parce que c'est ce que ça fait un condensateur, ça accumule des charges, sauf qu'en réalité, il faut se rappeler qu'on a toujours une plaque positive, une plaque négative. Donc quand il arrive 10 coulombs, donc plus 10 coulombs par exemple qui s'accumuleraient ici, donc
En réalité, il va y avoir 10 coulomb qui vont repartir de l'autre plaque pour s'en aller dans cette direction-là, pour laisser 10 coulomb négatifs. On a toujours la même charge de chaque côté des armatures d'un condensateur, sauf que c'est positif d'un côté, négatif de l'autre. Donc, plus 10 coulomb qui arrivent ici, j'ai plus 10 qui partent d'ici pour laisser un moins 10 sur l'autre armature. Donc, en fait, bien qu'il n'y ait aucune charge qui passe entre les armatures du condensateur, c'est comme si c'était le cas, parce qu'à chaque fois qu'il y a un coulomb qui s'accumule ici, il y en a un qui va partir de l'autre côté. Donc, même dans un condensateur, le courant ne s'accumule pas. Dans une résistance, tout ce qui rentre de la résistance sort de l'autre côté. Même dans une pile, on serait porté à penser aussi que une pile, vu que ça fournit des charges, on pourrait penser que le courant part de là puis il sort pas. Mais en réalité, tout ce que ça fait, c'est que ça fait circuler des charges, une pile. Donc, si j'envoie 10 coulombs par là-bas, à partir de l'armature du côté positif de la pile, ben c'est qu'il y a 10 coulombs qui vont rentrer également. Pour la même raison, c'est que si il y avait un déséquilibre, la charge s'accumulerait dans la pile, ça finirait par faire des forces de répulsion, puis ça ne fonctionnerait pas. Donc, une pile ne contient pas de charge. Une pile est toujours neutre. Oui, il y a des charges, mais il y en a tout autant des positives que des négatives. Et qu'est-ce qu'une pile fait? C'est qu'elle envoie des électrons dans un sens avec une réaction chimique, par exemple. Les électrons ont tendance à passer de la borne positive à la borne négative, mais il n'y a pas une accumulation de charge d'un seul signe dans la pile. Donc, loi des nœuds, toute simple. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. L'autre loi, on l'appelle la loi des mailles. Elle est logique aussi, dans le fond, c'est une loi physique, on pourrait dire, c'est un peu la loi de conservation d'énergie, si vous voulez. Ça dit que la somme des différences de potentiel, lorsqu'on parcourt une maille, est égale à 0. Qu'est-ce que c'est qu'une maille? Ici, dans ce circuit-là, on aurait trois mailles différentes. Donc, une première maille qui est ici, que je viens de parcourir. On aurait une deuxième maille ici. Et on aurait même une troisième maille, on pourrait dire, ça serait le grand tour au complet. Donc, une maille, c'est lorsqu'on part d'un endroit, qu'on parcourt un parcours dans le circuit et qu'on revient au même endroit. Ici, c'est sûr que dans la maille qui est ici, présentement, l'interrupteur est ouvert, donc à ce moment-là, le courant ne peut pas circuler. Il ne se passerait pas grand-chose dans cette maille-là. Il faudra qu'on ferme l'interrupteur pour qu'il puisse circuler un courant dans cette maille-là. Donc, la loi des mailles, elle dit que la somme des différences de potentiel égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous vous rappelez qu'une différence de potentiel, c'est une différence d'énergie potentielle par unité de charge. Donc, en fait, c'est de l'énergie par unité de charge. Alors, cette loi-là, c'est simplement la conservation d'énergie. Ça dit que si j'ai un coulomb qui part de la pile, par exemple, donc si je pars du côté positif ou du côté négatif de la pile, disons, puis que je m'en vais comme ça, j'ai plus 5 volts. Donc, ça veut dire que ma pile vient de donner 5 joules d'énergie à ce coulomb-là. Donc, 5 joules d'énergie, ensuite il continue, il va passer à travers la résistance. Et là, il va perdre de l'énergie dans la résistance. Cette énergie-là va être perdue sous forme d'énergie thermique. On peut calculer le delta V d'ailleurs avec la loi d'Ohm. Vous vous rappelez, c'est delta V égale R fois I. Donc, dépendamment du courant qui circule, je vais donc avoir une perte d'énergie potentielle dans cette résistance-là. Ensuite, je vais continuer. Je vais parcourir encore un 100 ohms, donc encore une différence de potentiel. Euh, Dépendamment du sens que je vais la parcourir, ça va être positif ou négatif. Puis ensuite, je vais revenir à l'armature négative de ma pile. Donc, vous voyez, on a des gains, des pertes d'énergie, mais il faut que le bilan, lorsqu'on fait un tour avec un coulomb, il faut que le bilan donne absolument 0. Et ça va être vrai aussi pour l'autre circuit. Puis même si je parcourais la grandeur au complet du circuit. C'est un peu l'équivalent, si je voulais faire un parallèle avec la gravité, ça serait un peu, par exemple, comme je sais pas moi, un chariot qui fait des montagnes russes, par exemple. Alors, il part d'un endroit du circuit, il va monter des côtes, il va en descendre, etc. Mais à la fin, il va revenir au même endroit. Donc, c'est sûr qu'il va avoir monté des côtes tout autant qu'il va en avoir descendu. Maintenant, pour bien appliquer la loi des mailles, il faudra attribuer un signe à la différence de potentiel. C'est-à-dire que quand on va parcourir notre maille, on fait la somme des delta V égale à 0. Bien sûr, il va donc y avoir des delta V qui vont être positifs puis d'autres qui vont être négatifs. Donc, on va aller voir les différents cas qu'on pourra avoir. Pour une pile, c'est le plus évident. Donc, une pile,
évidemment, lorsqu'on va parcourir la pile, supposons qu'on parcourt la pile vers la droite ici, donc on va passer du moins au plus de la pile, mais à ce moment-là, la différence de potentiel va être positive. Si on parcourt, ici la pile, vous voyez, elle est inversée, on la parcourt toujours vers la droite, donc cette fois-ci, on passe la pile en allant du plus au moins. Donc à ce moment-là, la différence de potentiel va être négative. Donc si c'était 5 volts par exemple pour la pile, dans ma somme des delta V, je vais mettre moins 5 volts si je la parcours dans ce sens-là. Il faut dire que le sens du parcours est arbitraire. On aura le droit de choisir que lorsqu'on va résoudre un problème, on va choisir de parcourir une maille dans le sens horaire par exemple ou dans le sens anti-horaire, ça va être un choix arbitraire. Donc le delta V pourrait être positif ou négatif pour la pile, dépendamment du sens du parcours. Pour un condensateur, c'est un petit peu le même principe. Donc, supposons que je parcours vers la droite ce condensateur-là. Ici, dans les deux images, je parcours le condensateur vers la droite. Ben, si, comme la pile, dans le fond, si j'ai l'armature négative à gauche, puis l'armature positive à droite, mais en la parcourant comme ça, je vais avoir un delta V positif. Je pars des moins vers les plus, donc je vais avoir un delta V positif. Et si c'est le contraire, bien évidemment, je vais avoir un delta V négatif. D'ailleurs, on peut calculer le delta V avec un condensateur. Vous vous rappelez la définition de la capacité, c'est Q sur delta V. Donc, si j'isole le delta V, je vais avoir Q sur C. Donc, ça veut dire que le delta V va être relié à la charge que porte le condensateur divisé par sa capacité, ou moins Q sur C, donc si je le parcours dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va me permettre de dire quelle est l'armature négative, quelle est l'armature positive? La plupart du temps, on va être capable de le deviner assez facilement en regardant la source, par exemple. Alors, normalement, c'est le côté qui est branché vers le positif de la source qui va être chargé positivement, puis le négatif qui va être chargé négativement. Mais dans certains circuits complexes, dépendamment comment le condensateur va être placé, ça ne sera pas nécessairement évident de le deviner. Des fois, il va y avoir plusieurs sources, par exemple, donc ça ne sera pas nécessairement évident de le deviner. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on essaye. Donc, on suppose que l'armature positive, par exemple, c'est celle de droite, puis l'autre, c'est celle de gauche, puis on essaye comme ça. Et puis, si on n'avait pas deviné la bonne charge ou la bonne polarité, si on veut, à ce moment-là, on va trouver un signe moins pour la charge. Quand on va aller chercher le Q à la fin, on va trouver un signe négatif, donc ça nous informe que le sens qu'on avait deviné, c'était pas le bon. D'ailleurs, ça va être un petit peu la même chose pour le courant. Ici, je vais donner des exemples tout à l'heure. D'ailleurs, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ici, par exemple, une résistance. Donc, je parcours la résistance vers la droite. Ici, la flèche pointillée, c'est le sens de mon parcours. Ici, on a une résistance. Et puis, cette fois-ci, le signe du delta V va dépendre du sens du courant. Dans le fond, si je parcours la résistance dans le sens du courant, je vais avoir une perte de potentiel. Parce que dans le fond, quand on suit les charges dépensent de l'énergie dans la résistance. Cette énergie-là est transformée en énergie thermique. Donc, je vais avoir une perte d'énergie. Ce qui veut dire que ici, si je parcours toujours la résistance vers la droite, mais cette fois-ci, j'ai un courant qui circule vers la gauche dans ma pile. Donc, ce courant-là perd de l'énergie en s'en allant vers la gauche, ce qui veut donc dire que si moi, je parcours la résistance vers la droite, mon delta V, je devrais le prendre positif pour faire le bilan. Donc, les charges positives, en réalité, s'ils parcourent la résistance, ils perdent de l'énergie, mais comme moi, je le parcours en sens opposé, il va falloir que je mette un delta V positif. Je peux même m'aider, vous voyez, dans toutes les situations, ce qu'on va faire dans le schéma pour être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est qu'on va mettre des petits moins puis des petits plus comme ça. Donc, la source, par exemple, on va mettre un plus ici, un moins là, pour se rappeler que c'est la plus longue barre qui est l'armature positive. Ici, pour la résistance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer notre sens du courant, puis on va mettre un plus du côté, on pourrait dire, du côté qui est en amont de la résistance, puis le côté qui est en aval, donc là où s'en va le courant, on va mettre un signe négatif. Ici, vous voyez, on avait fait la même chose, le côté en amont, donc en haut du courant, si vous voulez, on a mis un plus, puis on a mis un moins comme ça. Et une fois qu'on a mis notre plus puis notre moins, là, c'est super facile quand on parcourt notre résistance de dire, ben, vous voyez, ici, on passe du plus au moins, donc ça va être négatif. Ici, on passe du moins au plus, donc ça va être positif. Même chose pour le condensateur, on va identifier l'armature positive puis la négative. Comme ça, si on la parcourt du moins au plus, ça va être positif. Si c'est du plus au moins, ça sera négatif.